Je vais prendre le courage de dire ça. On est en train de former une des plus grosses sections enfants dans toute la France. Et non pas seulement dans le MMA, mais aussi dans le grappling, dans tout ce que c'est la lutte à livrer et le jiu-jitsu. C'est exactement la même chose avec le cerveau. Si nous, un jour, on a le kimura, les clés de cheville, la prise de dos, le 100 kg, les défenses de la montée, on ne retrouvera pas les techniques qu'on a besoin pendant le sparring. Parce que tout est lié, tout est un labyrinthe. Mais par contre, si nous, on prend le temps, on a 1 mois à 4 semaines, et dans ce mois-là, on va travailler comment prendre le dos, comment maintenir le dos, comment soumettre depuis le dos et comment défendre depuis le dos. Là, tu as fait une connexion. Et tu as un apprentissage logique. Ils vont passer 10 ans de sa vie en train de retenir ses coups, de retenir ses coups. Dès qu'ils auront 18 ans, ça va passer, on va avoir des iliatos pour rien. Bon bah César, merci beaucoup en tout cas, comme je te disais, pour ton temps, tout ça. Et puis bienvenue sur mon podcast pardon du coup. Donc l'idée c'est de parler un petit peu de ce que tu fais, comme je te disais, par message avec un Airfight avec les enfants. Et je suis trop content de discuter avec toi parce que quand j'ai commencé ce podcast, tu faisais partie des premiers invités que j'avais en tête pour discuter, parce que je trouvais ça, je sais pas, grave inspirant ce que tu fais, ton contenu et tout sur les réseaux. Donc c'est grave cool. Bon, déjà, est-ce que tu peux me parler c'est une question que je pose souvent, c'est comment est-ce que toi t'as commencé les arts martiaux? Donc, est-ce que toi tu peux m'en dire plus à ce niveau-là? Bien sûr, tout d'abord, bonjour à tous, les amis. Merci à toi pour l'invitation, merci à toi d'avoir pensé à moi en tant que coach pour apparaître dans ton podcast. C'est vraiment un honneur, ça fait plaisir. Et comment moi j'ai démarré dans les sports de combat, c'est quand j'avais 10 ans, mon frère, qu'il repose en paix, il m'a porté dans un club de sport de combat, dans un club de full contact et kickboxing. Et là, ça a démarré mes premières aventures. On avait démarré les sports de combat pour que je puisse me défendre. Et donc, du coup, l'aventure, elle a commencé à partir de là. 2 ans après, mes 2 grands frères ont décédé. Et donc, à partir de là, il y a eu une pause dans ma vie dans les sports de combat que je reprends à nouveau à l'âge de 16 ans. Et alors là, je démarre avec le jiu-jitsu et le vale-tudo à l'époque. Et à partir de là, je ne l'ai plus laissé jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était au Pérou du coup? J'ai démarré, ouais, en vrai, quand j'avais 12 ans, j'ai démarré en Andorre-la-Vieille, quand j'avais 10 ans, pardon, avec mon frère, vu que j'étais là-bas. Mais quand j'avais 16 ans, j'étais au Pérou déjà. J'ai grandi au Pérou. Quand j'étais un peu plus grand, je suis parti en Andorre parce que mes parents, ils étaient voilà, en Europe. Et à partir de là, derrière le décès de mes grands frères, bah, j'ai décidé de repartir à nouveau parce que je ne me retrouvais plus. Donc voilà, à partir de là, mon aventure dans les sports de combat a démarré. Ok, donc t'étais déjà venu en Europe quand t'étais, enfin Quand avant j'étais d'avoir petit. 18. Ouais. Ok. Ok, donc du coup au Pérou c'était comment les arts martiaux, sport de combat, enfin c'est développé, ça ressemble à quoi exactement? Bah, en vrai, c'est pas très développé. Quand on connaît un peu plus profondément le monde des sports de combat et on essaie de connaître la culture martiale qu'il y a dans plusieurs pays, comme la Thaïlande, comme le Brésil, comme le Japon, comme les États-Unis, la Russie, bah, des grandes potences dans le monde des sports de combat, ben, je me rends compte que dans le Pérou ou dans les petits pays latinos, bah, les sports de combat, il est très peu développé. Certes, il y a plusieurs combattants à l'UFC, mais on va se dire que pour que les combattants latinos, les péruviens, les colombiens, les vénézuéliens, équatoriens, un peu ça, arrivent dans le haut niveau, la plupart du temps, c'est pour le cœur qu'ils vont mettre dans le travail. Ils charbonnent beaucoup et ils sont très courageux, ils ont beaucoup d'esprit de combat. Vous voyez, c'est un peu les racines qu'on va avoir dans notre culture. Donc, on est très bagarreur. Mais en termes de. Donc, du coup, il y a des combattants très très forts. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas fort. Non, je parle de les structures. De les structures, de comment on va former un enfant, on va démarrer le développement de l'athlète et comment on va l'accompagner jusqu'au haut niveau, mais aussi en tenant en compte les dommages que ce petit il va avoir. Que, par exemple, quand il arrivera à 30 ans, bah, qu'il puisse faire une vie de famille, tranquille, sans avoir des séquelles qui ont resté à cause des sports de combat. Et là, c'est quelque chose qu'en Europe, on prend un peu plus en compte qu'au Pérou. Au Pérou, bref, des petits à partir de 8 10 ans, ils font déjà des sparring, des oppositions avec des frappes dans le visage. Moi, j'ai démarré, 1 mois après, je faisais déjà des sparring sans casque, avec des mitaines appuyées. Donc voilà, c'est un peu cet esprit guerrier qu'on a là-bas et ce côté bagarreur. Donc en tant que structure, ça change tout. Un petit au Pérou, il fait des sports de combat,
pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la misère. Il fait des sports de combat parce qu'il voit dans le sport une sortie pour leur vie. Ici, en France, par exemple, les petits de 8 10 ans, ils n'ont pas cette intention de faire des sports de combat pour sortir de la pauvreté parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la pauvreté. Ils ont grandi déjà avec un toit, ils ont de la nourriture, ils ont des vêtements, ils ont papa ou maman ou les deux qui vont prendre soin d'eux. Et donc voilà, c'est un peu cet esprit-là de sortir de ce monde de la pauvreté qui va leur pousser vers l'avant pour travailler encore plus que les autres. Donc ouais, c'est deux mondes différents, totalement différents. Ça vient d'où la bagarre comme ça au Pérou? Parce que je sais qu'il y a un sport traditionnel. J'ai pas retenu le nom, putain, mais j'avais vu passer un truc comme ça où t'as un sport traditionnel où ça a lieu en gros 3 fois dans l'année. T'as des combats qui sont organisés. Je sais pas si tu C'est vois. organisé, c'est le Takanumai, un truc comme ça. Et c'est normalement que en décembre. C'est pas 3 fois dans l'année, c'est en décembre si je me trompe pas. Et c'est en Cusco qu'ils le font. Mais en vrai, c'est un côté bagarreur, mais c'est un côté honorable aussi. Vous voyez, parce que par exemple, moi j'ai un problème avec Pepito. Et donc du coup, on se dit d'accord, on a un problème, mais on va pas rentrer dans la dispute, mais on se prend rendez-vous dans le Takanumai en décembre. Peu importe le poids, peu importe ton âge, on a un problème, on va se disputer, on va le faire. Bah, ça a démarré comme ça un peu. Vous voyez, c'était les problèmes que la société cherchait à résoudre dans le moment avec les points. Et derrière ça, un gros câlin. Vous voyez, c'est juste la bagarre sans gants, bagarre, il n'y a pas de technique. Aujourd'hui, je vois qu'il y a plusieurs influenceurs qui prennent le temps d'aller au Pérou pour faire le Takanumai, pour Hmm. combattre sans gants, sans tout, mais qu'ils ont déjà un peu de boxe. Donc pour eux, c'est plus facile. Mais normalement, culturellement, cet événement, il s'est fait pour laisser de côté les conflits. Il n'y a rien de mieux comme ça. Au lieu d'être pendant des années en train de se faire la tête, bah, on va résoudre ça. Main nue tous les deux. C'est 1 minute et après on se fait un grand câlin. Vous voyez, donc ouais, c'est un côté violent, c'est un côté primal, primitif, mais voilà qui nous décrit très bien aussi à notre culture. T'as déjà fait toi des combats comme ça? J'ai pas fait des combats officiels comme ça, mais j'ai fait des combats dans la rue. Oui, j'étais trop bagarreur. J'ai beaucoup aimé ce côté bagarre, surtout au Pérou. En tant qu'ado, soit tu te bagarrais, soit on te volait le goûter, comme on dit ici. Donc j'étais obligé, quoi. C'est quelque chose, en vrai, j'ai pas été obligé parce que ça sortait de moi. Donc voilà, beaucoup de bagarres dans la rue, mais que finalement, ça a retrouvé un cadre avec les sports de combat. Ok. Et donc du coup, toi quand t'étais plus jeune au Pérou, tu t'as su que tu voulais faire que ça, que tu voulais vraiment t'orienter dans les arts martiaux, sport de combat, ou c'était comment à ce moment-là? Enfin, toi dans ta Après, vie, t'en étais, ouais. moi, je démarre mon aventure dans les sports de combat en regardant le Pride. Je regardais le Pride, je regardais Mirko Krokop, Fedor Emelianenko, Minotauro Nogueira, Vanderlei Silva, Shogun Rua. C'était Voilà, moi je voyais tout ça. Et à l'époque au Pérou, je me rappelle qu'on achetait des DVD. On achetait des DVD, on te donnait 3 par 10 soles. 10 soles, c'est 2 euros. Donc j'avais 3 DVD par 2 euros que je regardais, mais je répétais, je répétais, je répétais. Et tu voyais tous les événements du Pride. Et donc du coup là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et vu que je me bagarrais beaucoup dans la rue, j'étais là-bas tout seul. Et j'essayais de trouver un cadre aussi parce que voilà, la perte de quelqu'un, de notre aimé, ce n'est pas facile. Et c'est encore moins facile quand tu as 16 ans, pardon, quand tu as 12 ans. Donc à Mm. l'âge de 16 ans, je passe devant un club que je vois Vale Tudo, MMA, et Jiu-Jitsu brésilien. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est quoi ça? Et je veux connaître. Je suis rentré, ils m'ont défoncé. Mais depuis ce jour-là, j'ai acheté un kimono le jour suivant. Et ça, c'était en 2009. Et j'ai acheté le kimono et je n'ai plus lâché à partir de là. Donc, ta question, c'était en vrai, excuse-moi. Bah, est-ce que toi, tu savais que t'allais t'orienter là-dedans dans les sports de combat? C'était quoi ton objectif? Tu voulais faire Donc ça comme voilà. métier? Ouais. Donc voilà, non, je rentre et vu que je fais un entraînement, que je me fais défoncer, mais je me sentais tellement bien avec moi-même de me sentir comme à la maison. Et à la fin de l'entraînement, tout le monde me félicitait parce que j'avais tenu l'entraînement, j'avais pas lâché et que j'avais un talent en termes d'énergie, que j'étais trop bagarreur, j'aimais trop la bagarre. Et donc du coup, je me suis senti euh, comme que j'encaissais dans un groupe. Vous voyez,
J'étais la pièce qui manquait dans ce puzzle et que c'était parfait pour moi. Et c'était un entourage que petit à petit m'a aidé à sortir de la rue, les mauvaises fréquentations, les mauvais amis, les bagarres dans la rue. Ben, c'est un cadre, les valeurs martiales vont t'aider à gérer tout ça. Donc, dès le moment où je suis rentré là-bas et j'ai vu cet état d'esprit, j'ai vu cette union familiale, j'ai vu qu'ils pouvaient être mes frères et mes sœurs sans avoir besoin d'avoir la même sang. Je me suis dit non, moi je veux faire ça toute ma vie. Et bien évidemment, quand j'étais ado, mes projets c'était d'arriver dans le haut niveau, de pouvoir combattre à l'UFC. Et j'ai toujours eu des rêves très 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 hauts. Malheureusement, je n'ai pas pu accomplir ni le 10% que j'avais en tête. Mais aujourd'hui, je peux remercier au sport parce que je peux vivre de sport et je peux former les prochains talents français, les prochains Hmm. combattants français. Donc voilà. Ouais, bah je te dis, on va discuter de tout ça. Toi, je sais que j'ai écouté justement une vidéo sur Gong avec Nicolas Renier, il y avait toi et je sais plus quel était l'autre invité, mais tu disais qu'en gros, tu avais rencontré un combattant de l'UFC à ce moment-là au Pérou aussi. Ouais, j'avais fait la connaissance avec Tony de Souza, Mhm. un ancien combattant de l'UFC, qu'en ce moment, il était dans une autre partie de sa vie, quoi. Il était plutôt dans le côté spirituel, avec une mission plutôt spirituelle, plus que martiale. Mais voilà, j'ai passé du temps avec eux et ils m'ont appris plein de choses aussi. Ça a été que du positif pour mon côté humain, mais aussi pour mon côté en tant que combattant. Je pense que ça a été les années décisives. Toujours, je me pose la question de me dire, peut-être si au lieu d'aller avec Tony, j'aurais parti peut-être avec Ivan Evirico. Avec Ivan Evirico, c'est le pitbull, c'est le coach au Pérou qui a porté le plus de combattants à l'UFC. Je ne sais pas si c'est 6 ou 7 combattants de son école qui ont signé pour l'UFC. Toujours, je me pose la question, est-ce que peut-être j'aurais pu réussir dans ma carrière professionnelle si j'aurais parti avec lui au lieu d'avec lui? Mais je pense que la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce au chemin parcouru avec ce maître des sports de combat. Et jusqu'à aujourd'hui, Tony, pour les connaisseurs, pour ceux qui sont dans le monde des sports de combat, bah, ils savent que c'est un grand nom dans les sports de combat, dans le MMA, dans la lutte livrée, dans le jiu-jitsu. Mm. C'est un combattant ceinture noire de Roberto Leitao, ceinture noire de Dede Pederneiras. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le coach de José Aldo. Mhm. Donc c'est un gros niveau, c'est un gros niveau et j'ai beaucoup appris de lui aussi et dans la vie. Donc, euh, donc voilà. Ouais, bah c'est ce que je me disais, tu vois, parce que enfin, moi, je sais pas, mais j'ai fait le lien entre aujourd'hui ce que tu transmets, la pédagogie que t'as, avec cette expérience de vie-là, parce que du coup, enfin, tu le feras mieux que moi, je pense, mais ça ressemblait un petit peu à un groupe vraiment fermé, quoi, de personnes ça ressemblait un peu à une secte, en vrai, si on dit les termes. Tu en Oui, penses quoi? on peut le Tu dire, ouais, peux. 100%. Dans le moment donné, quand j'étais vraiment là-bas, jamais de la vie, je m'aurais dit, ouais, c'est une secte. Ouais, forcément. Tout cela, voilà, moi j'étais dedans. Moi toujours, je continue à travailler dans la hiérarchie martiale, en mode je respecte mon maître, je respecte celui qui est en dessus de moi et j'essaye voilà, suivre les conseils, suivre les consignes et de respecter les règles qu'il y a dans notre communauté parce que finalement le NRF Fight c'est une communauté aussi. Voyez, et dans un moment donné, c'était pareil, une communauté, mais au milieu de la jungle. On n'avait pas de lumière, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de, voilà, on mangeait pas de viande, on marchait pieds nus, on utilisait des habits blancs parce que c'était écrit dans la Bible. Donc il y avait plein de choses voilà, qui m'avaient fait sortir de mes habitudes réelles. Et en vrai, avec le temps, parce que ma femme, elle était avec moi, elle était enceinte, donc on a partagé beaucoup là-bas ensemble. Dès le moment dans lequel moi je pars de là-bas, je commence à me rendre compte que vraiment, oui, on avait rentré dans ma tête, et moi j'avais commencé à accepter à faire des choses que peut-être je ne devais pas, parce que mon but c'était de devenir un grand combattant. Mais du coup, ouais, avec le temps, c'était assez sectaire. Mais voilà, je n'ai pas non plus envie de rentrer trop dans le détail des choses que dans ma tête, je pense que ça peut être négatif parce que non, je veux continuer
à maintenir ses énergies avec cette communauté tranquille. Parce que je sais, là, je suis en train de faire un podcast public, même si Ouais. même si c'est en français. Bah, aujourd'hui, c'est facile de traduire les choses. Et je n'ai pas envie de parler mal de personnes que dans un moment donné, ils ont été bonnes avec moi. Même si je pense que, et si à ce moment donné, je ne partage pas encore ces idéaux, vous voyez. Ouais, Donc ouais, bien voilà, je sûr. respecte l'apprentissage que j'ai eu avec eux. Oui, c'était sectaire, c'est pour cela que j'ai décidé de m'éloigner. Mais je ne leur tire pas dessus, c'est pas à cause d'eux que je n'ai pas réussi. Bah, peut-être je n'ai pas réussi dans la vie parce que c'était pas mon destin. Mais voilà, aujourd'hui je peux faire quelque chose à côté, mais toujours en me dédiant aux sports de combat, en ayant comme profession le sport de combat. Donc je remercie à la vie pour ça. Ouais, non, mais bien sûr. L'idée, c'est vraiment pas Enfin, moi, personnellement, tu vois, je pense que chaque expérience de vie, elle apporte du positif dans tous les cas. Et l'idée, c'est pas de dénigrer quoi que ce soit, ou c'est pas du tout mon intention. Moi, c'était surtout, comme je te disais, sur l'aspect pédagogique, en fait, que je trouve ça hyper intéressant. Parce que je pense que tu as appris beaucoup de choses sur également le fonctionnement de l'humain, tu vois, et du cerveau quand étais enfin, avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, je pense que ça t'apporte aussi beaucoup dans ce que tu enseignes aux enfants. C'était plus dans cette idée-là que... Oui, oui, 100%, 100%. C'est pour ça que aussi moi, je partage un peu cette histoire, parce que ça n'a pas été facile, hein. Ouais, ouais. J'habitais dans une tente, et il y a eu plusieurs nuits dans lesquelles bah, les larmes elles sortent, tu te sens seul, tu te sens vide, tu sais pas si vraiment c'est ce que tu veux. On est dans une acclimatation. J'ai vécu dans plusieurs endroits, j'ai vécu dans des zones de 4000 mètres d'auteur, avec des tempêtes, moi tout seul au milieu de la tempête, en train d'avoir peur pour ma vie. Les fois dans lesquelles je n'arrivais pas à la communauté à l'heure, dans la jungle, et la lumière, elle se cachait, et personne t'attendait. Toi, tu devais suivre. Et dans la jungle, dès que la lumière, elle se cache, tu commences à avoir peur pour ta vie, tu entends les bruits des animaux, tu dis non, mais tu marches vite, tu te dis non, tu as mal, tu es fatigué, tu as faim, tu as soif, mais je ne peux pas m'arrêter, quoi. Et donc tout ça, ça a été de la force mentale dans ma tête. Il y a eu beaucoup d'expériences dans lesquelles je me suis senti entre la vie et la mort. Et tout ça, ça te donne de la force ici, hein, vous voyez. Et moi, j'ai vu plusieurs combattants professionnels de MMA, des ceintures noires de Jiu-Jitsu, se planter là-bas pour connaître Tony de Souza et pour faire un entraînement primal, primitif, dans la jungle, dans la forêt, et partir au bout de 3 jours. Ils venaient pour un mois, ils partaient au bout de 3 jours parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et quand il commence, bon, vu on était très loin, on n'avait pas de réseau, pas d'internet, on ne se contactait pas avec la famille. Moi, j'avais laissé de côté tout, mes parents, tout le monde. Je voulais rien savoir de personne. Je voulais juste être là-bas, m'entraîner. Et ma communauté, c'était ma famille. Je n'avais pas de famille à part. Et ça, c'est avec des choses comme ça qu'avec le temps, tu te rends compte que c'est sectaire. Ils ont rentré dans ta tête pour laisser de côté ta famille et pour les voir à eux comme une famille, vous voyez. Donc voilà, plein de petites histoires comme ça qui m'ont fait plus fort. Et oui, bien évidemment, m'aider à la façon dans laquelle je vais enseigner aujourd'hui, avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour avec les enfants. Certes, je suis très strict, je suis quelqu'un qui aime avoir une rigueur dans l'entraînement. J'aime bien aussi me focus sur les valeurs du respect envers les plus grands, du respect dans la salle, au coach et tout ça. Respecter la hiérarchie aussi. Donc forcément, dans un moment, quand je crée un groupe, on démarre un groupe de zéro, je suis obligé d'avoir une personnalité ou avoir un personnage. Non, ça c'est comme ça, non, stop. Dès que je rentre moi, tout le monde est comme ça, en mode en panique. Mais plus le temps il passe, ça fait 5 ans déjà qu'on est dans la section, maintenant je n'ai plus besoin d'avoir ce personnage que j'avais avant. C'est un peu ce que les gens ils n'ont pas compris, je pense. Que c'était un personnage que je jouais afin de maintenir mon groupe uni, de le maintenir discipliné, mais aussi de le maintenir attentif avec ce que moi j'ai à transmettre pour eux. Vous voyez, si les petits, ils sont pas ils peuvent pas être concentrés s'ils sont dissipés, s'ils sont en train de penser qu'il va jouer avec lui, il va jouer avec lui. Donc moi, j'ai été obligé à mettre de l'ordre pour qu'ils arrivent à être concentrés et que moi, je puisse leur transmettre. Et avec le temps, je n'ai plus besoin. Pourquoi? Parce que là, maintenant, j'ai déjà un groupe structuré, 20, 30 gamins qui peuvent travailler avec n'importe quel coach. Il y a un coach extérieur qui vient, il donne un cours, lui, il va donner son cours carré.
d'accord? Mais par tout le travail qu'il y a eu derrière. Tous les enfants qui arrivent à faire un cours d'essai, ils voient le groupe et ils veulent être comme eux. Ils disent, ah non, je dois... Ils savent déjà le modèle à suivre. Et donc, du coup, moi, je n'ai plus besoin de continuer à avoir ce personnage-là. Là, je peux être moi-même. Là, je peux être moi-même, continuer à enseigner avec de l'amour, même si je le fais toujours. Mais là, j'essaye un peu voilà, de donner un peu de froid, mais un peu de chaud aussi, et d'être dans les deux côtés, comprendre mes élèves, rentrer dans leur tête, essayer de me mettre à leur place, essayer de revenir quand moi j'avais 10, 12 ans et de me dire waouh, qu'est-ce qui me dérangeait, quelles peuvent être les peurs, le stress, et voilà, et m'adapter. Et aussi quelque chose de bien, c'est d'avoir de la chance d'être bien entouré. On a plusieurs coachs au sein du club qui sont très pédagogues, très capables dans leur discipline. Et moi, j'aime beaucoup demander, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup partager avec les autres coachs. J'ai eu la chance d'avoir mon maître, mon professeur Nicolas Renier, la semaine dernière, qu'il a combattu et qu'il a pris le temps de venir faire un stage à mes élèves pendant le training camp. Et aussi, j'apprends de lui, je regarde ce qu'il fait, je lui pose des questions, il me fait un retour, je lui demande un retour de ma façon de gérer, de ma façon d'organiser. Et tous les petits conseils qu'il va me donner, ben, je vais essayer de les prendre du bon côté même si je n'aime pas, parce que voilà, ça peut parler de moi, de ma façon de gérer, je vais le prendre bien pour continuer à évoluer. Vous voyez, donc je suis quelqu'un que je ne me considère pas du tout dans le plus haut niveau. Tout au contraire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à donner. Et c'est que le temps qui va dire où est-ce qu'on va arriver, vous voyez. Mais moi, je fais ça avec amour, avec passion. Et Ça je se sent, suis ouais. conscient aussi que plus on va grandir, plus on va faire du bien pour le sport, mais aussi on va avoir des haters derrière. D'accord? Plusieurs haters. Cette année, ça a été l'année des haters. Plusieurs haters, plusieurs parents quand les choses elles fonctionnent bien, bah, ils prennent même pas le temps de nous remercier. Mais quand les choses ne fonctionnent pas bien ou on ne va plus de leur sens, ben là c'est bon. Pap, directement, je ne suis plus le bon coach. Et ça commence les avis Google, ça commence les commentaires dans les réseaux sociaux, et ça commence voilà, un peu le... Viens ici, on est meilleur dans notre club, venez ici, laissez César, il est fou, il se concentre que sur les compétiteurs, il veut que briller sur TikTok. Non, non les amis, moi en vrai, TikTok, il disparaît, je perds rien. TikTok, il me ferme le compte. Moi, je fais pas ça pour TikTok. TikTok, c'est un moyen de montrer mon travail. Moi, je fais ça parce que c'est ma passion, parce que ça me, ça me Galvanise. remplit le cœur. Ouais, c'est ça, 100%. Comment elle se fait il y a plein de trucs que tu as dit sur lesquels je vais revenir, mais avant tout, je veux savoir comment elle se fait ta rencontre avec Nicolas Renier. Moi, bah, du coup, je reviens à nouveau en Europe en 2014. Après avoir, ma femme, elle était enceinte, ma fille, elle naît. Je fais mon début professionnel en Pérou. Quand je vois un peu comment tout était, bah, pas d'argent, je me suis dit non. Mon plan B, voilà, là, je ne peux pas mettre en risque ma famille, ma femme, ma fille Hmm. pour un rêve de gosse que j'avais dans le moment, que c'était d'arriver à l'UFC. Donc j'avais déjà perdu 2 ans de ma vie en train de chercher ce rêve. Et j'ai dû revenir. J'ai dû revenir en Andorre. J'ai commencé à travailler dans un McDo et tout. Et ça me manquait beaucoup. Je m'entraînais tout seul. J'essayais de chercher, de continuer à chercher le savoir. Et là, mon professeur du Pérou, il me dit, si tu veux t'entraîner avec le plus fort en lutte à livre et en Europe, c'est avec Nicolas Rodney que ça se passe. Et donc, du coup, je me suis mis en contact avec lui et je lui ai acheté son premier cours qu'il avait fait en ligne, que c'était 50 semaines de lutte à livrer. J'avais acheté un programme comme ça. Ben, ensuite, ça a reparti vers la formation coach. Ensuite, ça a parti vers venir le chercher ici pour le connaître personnellement. J'ai venu faire des stages, des cours, des journées d'entraînement avec lui. Ensuite, j'ai venu pour les Europes de lutte à livrer. Et là, c'est en 2019 que je viens la deuxième fois et je lui dis non. Moi, je veux venir et rester ici. Et lui, à moi, de ça, c'est curieux parce qu'il me dit, ouais, il rigole, il me dit, ouais, c'est ça. Je pense que c'est tout le monde qui lui dit, non? Tout le monde lui dit que hey, je vais venir sur Paris, je vais venir sur Paris. Et moi, j'avais 2 enfants, ma petite qu'elle venait de naître, ma femme, on était quatre. Et il me dit, ouais, ouais, vas-y. Bon, moi, je rentre en Andorre et je mets tout en place. Pap, je lui envoie un message. Hé, maître, je suis le 2 février, je suis sur Paris.
Quoi, comment, non? Mais t'es fou, quoi. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Ben si, je te dis. Ça fait quelques mois, je te dis que j'allais venir. Et toi, tu m'as dit, à voir. Donc, à voir, moi, je suis là déjà. J'arrive le 2 février, mais t'inquiète, j'ai un travail déjà. J'avais pris un travail dans un resto japonais. J'habitais à Meudon-la-Forêt, que là, maintenant, que je vois un peu les distances, c'est grave loin de tout ça. Ben, j'étais fou, j'avais pris un resto à Meudon-la-Forêt, j'habitais à côté, mais je devais faire 2 heures pour venir au club. En vrai, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, du coup, quand je lui explique toute ma mission, et il me dit, écoute, d'accord, ça marche. 2 jours après, il m'écrit, il me dit, César, écoute, si tu vas venir ici, c'est vrai que tu vas venir. Moi, je cherche quelqu'un pour le club, pour me faire ça, 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 ça et ça. Il me donne toutes les tâches qu'il avait pour faire avec moi. C'était maintenance, faire l'accueil, maintenir le club propre, faire le ménage. Et si jamais il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas assurer le cours, être là pour remplacer. Et donc, du coup, à partir de là, bah, ça a été le début. Le début, le fait qu'il me donne l'opportunité de pouvoir remplacer quelqu'un quand il n'était pas là, mais chaque fois qu'il n'y avait pas un coach, moi je le remplaçais, c'était mon opportunité pour montrer mon travail. C'était une opportunité pour commencer à me faire connaître aussi en tant que coach, et non seulement comme l'homme de la maintenance ou celui qui passait le ménage ou la serpillière quand tout le monde passait. Mais en vrai, ce travail-là, je l'ai fait pendant des années. Même quand j'ai commencé à être coach, bah, toujours je continue à prendre soin du club. Si on devait changer une ampoule ou changer les grillages ou faire le ménage parce que voilà, toujours je l'ai fait. C'est quelque chose que ça sortait déjà de moi. Je ne le voyais pas comme une obligation. Moi, j'étais grave content de pouvoir faire le ménage dans un endroit que c'était ma salle, c'était un temple quoi pour moi. Ouais. Je m'entraînais là-bas et pour moi c'était une fierté, c'était une honneur de pouvoir laisser l'endroit propre, plus propre de ce que je le trouvais, vous voyez. Et avec le temps, bah, ça a commencé à grandir, j'ai pris des responsabilités, chaque année plus de responsabilités. Et aujourd'hui, je pense que je mérite la place dans laquelle je suis. Je sais pas grand-chose. Je suis coach. Je gère les réseaux sociaux du club avec ma femme et j'ai quelques petites responsabilités en plus au sein du club. Donc voilà, je suis un peu à côté de Nico en train de l'aider pendant qu'il n'est pas là. J'essaye que que les 3 clubs fonctionnent de la meilleure façon le temps qu'il n'est pas là. Je suis un lien de communication direct avec lui. À chaque fois qu'il y a des choses à me dire, bah, on va me communiquer à moi et moi je vais transférer les informations envers lui. Comme ça, c'est une façon voilà, de mieux faire les choses, de mieux pouvoir structurer notre travail au sein du club. Donc voilà, l'évolution, elle a été très belle en 5-6 ans que je suis là. Ouais. C'est magnifique. Quand est-ce que vous avez ouvert la première classe enfin ta première classe, ton premier cours officiel où c'est structuré, c'est toi le coach? C'était quand? Après le Covid, en fait, moi, j'arrive ici en février. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en mars, ça démarre le Covid. Ouais, 2020 du coup, oui. Et en 2020, moi, j'étais là, j'étais à Meudon-la-Forêt, tout seul. J'étais colocataire de 2 filles. Et les 2 filles, elles ont parti avec sa famille parce qu'elles paniquaient pour le Covid. Et donc, du coup, Nico, il me dit, tu dois rentrer en Andorre. Nous, on doit fermer les clubs au moins 45 jours. Et je dis, mais comment ça? Je ne peux pas. J'ai tout laissé là-bas, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé tout. Ma femme, mes filles sont là-bas. Moi, je leur envoyer bah, ce qu'ils avaient besoin aussi. Pour ma femme, elle travaillait, mais voilà, pour soutenir la famille. Moi, je ne peux pas arrêter de travailler, maître. Qu'est-ce que je peux faire? Et il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu pars en Andorre? Je dis, je peux faire quelque chose, moi je suis graphiste. Et là, c'est le moment où je commence le travail en tant que graphiste, en tant que club. Lui, il ne savait pas. Il m'a dit, ah ouais, t'es graphiste, et qu'est-ce que tu sais faire? Et là, on a commencé à faire à l'époque des visuels dans lesquels on présentait des entraînements. Il y avait un petit je présentais avec des visuels des entraînements. On a commencé à faire des infographies sur les différents sports, sur les disciplines, sur les techniques. Donc à partir de là, grâce au Covid, j'ai pu montrer un peu mon talent, le talent de ma femme pour faire ce type de travail dans les réseaux sociaux. Et à partir de là, on a commencé à gérer les réseaux sociaux. Et voilà, petit à petit, Nico il m'a donné l'opportunité de continuer à travailler en distance. J'ai passé 5 mois en Andorre à nouveau. Et le mois de août 2020, Nico il me dit hey, César, tu dois revenir parce qu'on a besoin de préparer la rentrée. Je dis ouais, mais comment on va faire? J'ai pas un appartement là-bas, j'ai laissé l'appartement, j'ai plus rien là-bas. Bref, il a fait tout le possible pour me donner un coup de main.
Et moi, je dis, t'inquiète, je vais là-bas moi tout seul. Même si je dois dormir dans un des clubs, il y avait une chambre, je dors là-bas. Il m'a dit, non, 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 non. Quand je te dis de venir, je te dis de venir avec ta famille. Je ne te dis pas de venir tout seul parce que si toi tu viens tout seul, ta tête elle va être en Andorre. Et moi j'ai besoin de t'avoir ici, ta tête, 100%. ton corps et toute ta famille ici. Je ne veux plus que tu aies ta tête là-bas. Donc là on va se débrouiller, peu importe comment, mais toi tu me viens avec toute ta famille s'il te plaît. Et donc du coup voilà, petit appel, on a un appartement pour toi, quoi, direct, fium, Paris, Paris avec la famille. Donc forcément moi je ne pourrais pas faire tout ça si je n'aurais pas eu l'opportunité de Nico. Parce Hmm. qu'il n'a pas seulement cru en moi, mais aussi, bon, parce qu'il a cru en moi, il a donné le soutien à ma famille. Et ça, c'est quelque chose de très, qui a beaucoup de valeur pour moi, vous voyez. C'est le moment dans lequel personne croyait en moi et que j'étais encore l'homme du ménage. Bah, lui, il s'est dit, viens, viens mon gars, tu vas venir, tu portes à Claudia, Corina, Aitana avec toi et je veux que tu sois là. Et voilà, je pense que pareil, lui, il m'a donné, moi, je lui ai donné, et tout ça a été, ça a commencé à faire que améliorer, que à évoluer, quoi. Moi, j'ai donné mon travail, lui, il a continué à me donner des opportunités, et aujourd'hui, on est ici, où on est, en train de faire grandir, et je vais prendre le courage de dire ça. On est en train de former une des plus grosses sections enfants dans toute la France. Et non Ouais, je pas suis d'accord. seulement dans le MMA, mais aussi dans le grappling, dans tout ce que c'est la lutte à livrer et le jiu-jitsu. Donc voilà, je suis très satisfait de tout le travail qu'on a fait les dernières années. Je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et c'est pour ça que je te dis que justement, je voulais vraiment qu'on discute parce que moi, je trouve ça génial, clairement. Et pas uniquement par l'aspect voilà, des réseaux sociaux et tout. Je trouve que le message est vraiment beau et que c'est nécessaire, tu vois, pour développer le sport, le MMA et comme tu dis aussi le grappling en France. Donc, non, félicitations pour ça. Mais alors, du coup, quand Et donc, du tu. coup, Quand... excuse-moi, ta question c'était comment je démarre à faire des cours, du coup. Voilà, c'est ce que Tu m'as j'allais. dit comment je démarre à faire des cours, vu qu'il y avait le Covid. Ouais. Et on pouvait pas, on avait fermé un mois, 2 mois avec des restrictions. Bah, entre une chose et l'autre, le club il est fermé, il n'y a plus les sous pour payer autant de profs qu'on avait, autant de créneaux. Donc à moi, on me donne le cours d'Olympiade. Le cours d'Olympiade, je commence à donner des cours de 17h jusqu'à 22h, tous les jours, du lundi au samedi. Paf, je commence. Et là, c'est que les gens ils commencent à me connaître. Dans le coaching, les adultes, je commence à gagner des cours privés. Et je donnais des cours de boxe anglaise, de muay thai, de lutte à livrer, de MMA. Et même, j'ai donné des cours de jiu-jitsu à l'époque, je me rappelle, parce qu'on était obligés. Donc là, j'ai pu montrer un peu la polyvalence que j'avais un peu dans toutes les disciplines. Bien évidemment, toujours avec plein de choses à apprendre et à améliorer. Mais ça m'a ouvert l'opportunité pour la suite. Et derrière, j'ai commencé avec les enfants, parce que derrière cette dernière année du Covid, bah, les coachs qui donnaient des cours enfants, ils ne voulaient plus continuer avec le travail. Et c'était resté un peu dans l'air. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la section. Et Nico, il était à 2 doigts de fermer la section. Et moi, derrière, bah, en vrai, non, parce que les enfants, c'est le futur. C'est le futur. En vrai, oui, mais qui va s'occuper des enfants? Est-ce que toi, tu veux t'occuper des enfants? Et moi, j'étais en mode, j'avais déjà travaillé, je travaillais déjà avec les enfants, donc du coup, je voulais pas parce que c'était mal de tête. C'était waouh, je me disais waouh, je sais pas, laisse-moi réfléchir. Et donc, du coup, il me dit, d'accord, regarde, je lui ai dit, je m'occupe des enfants, mais je m'occupe que des enfants. Je donne plus des cours adultes. Ah ouais, ça peut être une bonne idée, je m'occupe vraiment de structurer ça. D'accord, ça marche, donc je laisse les adultes de côté et je Pourquoi tu m'occupe voulais que des vraiment. enfants. Pourquoi tu voulais vraiment te concentrer sur les enfants? Parce que bon, si je devais m'occuper des enfants, je ne voulais pas une charge en plus. À moi de donner plus de cours adultes, continuer à finir à 22h du soir. Donc aussi voir une facilité en termes d'horaire, d'accord? Mais aussi pour que mon focus, il soit vraiment sur le côté pédagogique. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup, depuis mon point de vue, c'est c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas, même si on doit lui apprendre à marcher, on doit développer sa motricité et plein de choses derrière, que de former quelqu'un qui vient avec plein de mauvaises habitudes. Que jamais de sa vie il a fait un exercice de coordination, qu'il n'a pas de coordination du tout, qu'il n'a pas une expérience, même pas dans le sport. Il y a des gens qui sont zéro sportifs et qui arrivent dans un cours en étant adulte, tu dis quoi, qu'est-ce que je fais? Donc derrière ça, et dans les valeurs.
Les adultes, ils sont déjà formés, d'accord? Et même si je considère que les adultes, même en étant adultes, et ils rejoignent une salle de sport, ils doivent s'adapter aux règles martiales qu'il va y avoir, je ne peux pas leur demander une discipline comme je peux la demander aux enfants. Vous voyez, aux enfants, ils sont encore en formation et on peut les inculquer ces valeurs martiales, cette rigueur dès le plus jeune âge et ils vont suivre tout au long de leur vie. D'accord? Mais pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. Ils vont venir un peu plus dans le loisir. En plus, c'est un club privé. Donc, ils viennent, ils payent son argent tous les mois et ils viennent pour passer un bon moment. S'ils arrivent 10-15 minutes en retard, je ne vais pas les laisser à l'extérieur parce qu'ils sont en train de payer son argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait des choses que forcément je n'aimais pas. Il y avait des adultes qui arrivaient en retard, mais moi j'étais obligé à le laisser rentrer. Alors que moi j'ai grandi avec une formation martiale que 10 minutes en retard, tu ne rentres plus. Moi, en tant que pratiquant, je vais dans un cours et je suis 10-15 minutes en retard, je ne vais plus. Sauf si j'ai envoyé un message avec du temps au coach et je dis coach, c'est les transports, je vais arriver 10 minutes en retard. Mais si déjà je vois de base que je vais arriver en retard, je touche même pas la porte. C'est d'accord, j'ai raté mon cours et je m'excuserai, c'est la dernière fois qu'il passera. Mais vu que c'était pas pareil pour tout le monde, et au moment de discuter avec Nico, bah, il me demandait un peu cette souplesse aussi d'un cours privé. Bah, je me suis dit, bah, regarde, pourquoi pas, au lieu de me concentrer sur les adultes, sur vraiment travailler avec tous les problèmes mentaux qu'ils peuvent avoir, émotionnels, et toute leur formation qu'ils ont eu dans toute la vie, bah, je vais me concentrer sur les plus petits. Sur les plus petits, vraiment de faire évoluer et dès le plus jeune âge, de les faire comprendre l'importance des valeurs dans la vie, l'importance d'avoir une bonne attitude dans la vie. Même pour faire court, même je leur apprends à parler. Je leur apprends à parler, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Bah là, par exemple, cette dynamique dans le training camp, c'était chaque jour, les petits, ils arrivaient et ils devaient se présenter devant tout le monde. Le premier jour, les petits de 6-7 ans, ils se mettaient à pleurer, ils ne voulaient pas parler. Et on parle d'un groupe de 20 personnes, que la plupart d'entre eux, c'est leurs partenaires, et un coach avec 2-3 assistants. Donc, si les enfants, ils ont peur de parler devant un groupe, forcément, ces enfants, ils vont avoir peur et panique scénique de combattre devant les autres, soit dans un tatami, soit dans une cage. Donc, les petits, ils doivent commencer à savoir s'exprimer dès maintenant, à prendre cette confiance de parler devant ses partenaires, de se présenter, de parler avec conviction, de parler de qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les sports. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, le dernier jour du training camp, tout le monde s'est présenté carré, les plus petits. Bonjour, excellent. Et ça, c'est important, je leur fais comprendre que j'ai plusieurs petits que ça fait 5 ans qu'ils s'entraînent déjà avec moi. Et ils ont 10 ans, 11 ans. Donc le niveau, c'est fort. Je leur dis, qu'est-ce que ça va passer, par exemple, Lucas? On fait les IMAF dans 3 mois et on est champion d'Europe, champion du monde. Et à la fin de l'entraînement, à la fin de l'événement, on te prend de côté pour te faire une interview. Bonjour Lucas, combattant français, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce combat. Et tu vas paniquer, comme le premier jour. Je ne veux pas parler parce que ouais, direct, ça se voit dans les yeux, ça commence, les yeux se remplissent de larmes. C'est quoi cette réaction-là? Donc tu peux être un champion dans la cage, mais derrière, tu ne peux pas t'exprimer devant les autres. Donc on travaille ça dès maintenant. Savoir répondre, bonjour, ben, ça s'est bien passé, ça a été un combat très très difficile, mais finalement j'ai pu imposer mon jeu. Et donc du coup, on est prêt pour la phase suivante. Merci à tout le monde. Point. Ouais, mais avec conviction. Tu dis ta petite phrase. Et on travaille même ça. Vous voyez, c'est important, je pense, pour les jeunes. Que Voilà. ce soit dans la vie ou même sur les réseaux, parce qu'en plus de vrai, ça, on va vers ça en plus. En vrai, ouais, le fait des réseaux, bah, si je serais bête de voir comment les réseaux sociaux sont en train d'évoluer et ne pas les utiliser. De voir la puissance qu'il a. Les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que cette année on a rempli la salle. Vraiment. C'est grâce à mon apparition dans les réseaux sociaux qu'on peut avoir plus d'opportunités. Plusieurs clubs nous contactent, plusieurs clubs sont intéressés de travailler avec nous, plusieurs clubs qui viennent partager avec nous dans les interclubs qu'on organise. Avant c'était qu'avec la team Chapakent. Là maintenant il y a 4 ou 5 clubs qui sont intéressés de travailler avec nous. Donc forcément plus de quantité, plus de qualité aussi dans les événements qu'on va avoir, plus d'échanges avec les autres clubs, ça va nous faire que grandir, vous voyez. Et tout ça, ça a été seulement grâce aux réseaux sociaux.
et aussi le hate qu'on peut avoir derrière, Mm. bah, ça fait partie d'eux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Les réseaux sociaux aussi, ils sont faits pour ça. Il va y avoir plusieurs personnes qui ne vont pas adhérer à ma façon de faire et ils ont tout le droit de ne pas être d'accord et de me laisser des mauvais commentaires ou me laisser son point de vue. Et j'essaye de le prendre avec le plus de maturité possible. Et contrairement à d'autres collègues, moi je prends le temps de lire les messages, même s'ils sont Négatif. négatifs. Parce que ça, c'est quelque chose que Nico il me dit toujours. Dans un message négatif, même si tu sens que ce n'est pas vrai, toujours il va avoir un côté de vrai. Parce que c'est la vision externe qu'ils vont avoir les autres de toi. Donc, essayer de se remettre en question, même dans ces choses-là, même si l'autre il a tort et ça ne s'est pas passé comme il dit, toujours il va avoir quelque chose de réel et essaye de le prendre et de corriger pour la suite. Et donc, c'est un peu ce que j'essaye. Et toujours avoir la bonne réponse, ne pas me laisser porter pour les émotions du moment. Et voilà, continuer à transmettre les bonnes valeurs des sports de combat, des arts martiaux, les valeurs Mm. martiales. Quand tu disais tout à l'heure que tu formais entre guillemets oui, que tu formais les enfants à aussi se présenter, tu vois, à être confiants au final. Comment est-ce que tu fais pour ne pas qu'ils tombent dans justement un peu d'arrogance, tu vois, et avoir trop d'ego dans leur façon d'être, dans leur attitude. Comment tu trouves le juste milieu entre la confiance en soi et l'ego, enfin l'ego, l'arrogance, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'abord, bah, je pense qu'en donnant l'exemple, j'essaye de donner l'exemple dans la vie de tous les jours. Mm. Leur parler beaucoup. Il y a beaucoup de discours aussi dans le travail qu'on fait. Nous, forcément, tout ce qu'on va voir dans les réseaux sociaux, ça va être la pointe de l'iceberg. Mais derrière ça, il y a beaucoup de conversations, de discussions, de patience, de leur faire comprendre un peu tout. Et il y a aussi, eux, ils savent ce que je vais faire avant de le faire. Dès qu'ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas avoir des attitudes arrogantes, des attitudes avec un surexcès d'ego, en mode je Mm. manque le respect à mon adversaire, je descends les mains, je lui montre la tête. D'abord, avant tout, eux, ils ont compris, même les compétiteurs les plus avancés, ils ont compris qu'ils sont des enfants. C'est déjà D'accord? arrivé ça que justement Oui, oui, ça m'est arrivé avec... la plupart du temps, ça m'est arrivé avec des ados. Mais vu que c'est quelque chose que j'ai déjà capté avec les ados, ça reste d'exemple pour tout le monde. Et Mm. avec les petits, non. Les petits, ils savent déjà. Mais moi, en vrai, Tu réagis comment du coup? je jette la serviette, il n'y a plus de combat. S'il est en train de dominer le combat et il commence à faire des attitudes qui ne vont pas avec les valeurs de ce que moi je suis en train de lui montrer, on jette l'éponge, on arrête le combat, stop, c'est bon, viens ici, tu ne combats plus. Pas. Non, mais pourquoi coach? Ton attitude. Moi, je ne veux pas avoir que des champions qui ont une grosse performance, mais quelqu'un qui montre les valeurs de notre club. Je ne veux pas que tu aies une médaille d'or alors que tu ne la mérites pas par les actions que tu as fait, par la manque de respect. Une fois, j'ai eu un ado il a perdu le combat, il est sorti et il a mis un coup de pied dans une chaise. Il a shooté les chaises. Pareil, ben, la réaction que je vais avoir, ben, dans nos moments, ça va être de correction devant tout le monde, que tout le monde voit que ça, c'est pas une attitude qu'on va passer. Et derrière ça, il n'a plus fait de compétition pendant quelques événements. Il a été dehors quelques dates, quoi. Ça, c'est quelque chose que je n'hésite pas à leur faire comprendre avec des sanctions. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Combattre. Donc voilà, pas de compétition pour toi. Non, mais peu importe si tu es le meilleur, si tu es là pour faire une médaille d'or, deux médailles d'or ou trois médailles d'or. Je m'en fous des médailles. Les valeurs, c'est le plus important. 100%. Pour moi, c'est le plus important. Prenez l'exemple de Mika Galvao. Bah, je veux des Mika Galvao dans mon club. Vous voyez, je veux des enfants avec cette humilité, de gagner et soumettre tout le monde, mais derrière ça, ça va, tout va bien pour vous. Ouais, se préoccuper aussi pour les autres. Vous voyez, je sais pas, le meilleur exemple, j'ai Hamza, un élève que dans la dernière compétition, il soulevait ses adversaires et dans le karaté mix, on pèse la main. Mais à chaque fois, je disais non, doucement, doucement. Et il le posait par terre, doucement. Et à la fin, ils viennent les juges et on leur dit waouh, toi, tu es le fair play de l'événement. Tu aurais pu le. Dès qu'on voit quelqu'un que se fait soulever comme ça, on se dit aïe aïe aïe, mais toi, tu l'as posé par terre et tu as priorisé sa santé physique. Et je dis mais bien sûr, avant tout, c'est un gamin de 15 ans. Je veux que lundi, il soit dans la salle. On gagne rien. On gagne rien, on gagne pas d'argent, on gagne pas. Voilà, c'est un événement normal et on n'est pas là pour faire mal.
à notre adversaire. On est là pour dominer, pour montrer notre supériorité, mais techniquement, avec le sport, avec les règles du sport. Donc j'essaye de leur sortir un peu cette envie de vouloir détruire l'adversaire, mais plutôt de gagner avec les règles et de ne pas blesser à son adversaire non plus. Vous voyez, si jamais aussi j'ai eu des élèves qui sont en dessus techniquement, je vois qu'ils sont en train de mettre trop de dégâts à ses adversaires, allez lutter, amenez-les au sol et on va chercher la soumission. Parce que parfois même aussi, moi je vois, j'ai eu dans la dernière compétition un élève qui a pris trop de coups dans la tête. Il n'arrivait plus à défendre. Il était en train de saigner. Ils ont arrêté le combat 2 fois parce qu'il saignait. J'ai jeté l'éponge. Je me suis fait critiquer dans les réseaux sociaux, sur TikTok. Les gens qui étaient dans l'événement, ils ont venu me envoyer des messages. Comment ça, tu arrêtes le combat tu jettes l'éponge alors qu'il y avait encore plusieurs options de gagner le combat. Même s'il y a des options pour gagner le combat, il restait 1 minute 30 et il avait pris trop de dégâts, trop de coups dans la tête, le nez il a saigné, en 2 occasions j'ai dû rentrer. C'est un événement censé être light contact et déjà il est en train de saigner. Donc ça veut dire que très light, c'est pas très light, son nez il était gonflé, donc j'ai arrêté et j'ai rien à me reprocher, les critiques ils vont être toujours là. J'ai priorisé la santé de mon combattant, j'ai laissé mon ego de coach de côté, je perds un combat. Mais je gagne un élève parce que lundi, il était prêt pour revenir à la salle et il a compris ses erreurs. Vous voyez, donc moi, je suis quelqu'un que je ne doute pas à transmettre avec l'exemple et je leur préviens avant. Si quelqu'un a une mauvaise attitude, anti-fair play, si quelqu'un manque le respect à quelqu'un, si quelqu'un répond à un juge ou à un arbitre, pareil, c'est fini, non. Les juges et les arbitres, on les respecte, même s'ils peuvent se tromper. Et parfois ils font n'importe quoi, on les respecte quand même parce qu'ils sont humains. D'accord? Et c'est voilà, tout ça, moi je suis trop. Et je pense que ce message-là, que j'essaye de passer, c'est le message aussi que j'essaye de passer dans les réseaux sociaux. Vous voyez, on voit beaucoup de phases de va là-bas, va checker, va dire merci. Moi avec les coachs aussi, va là-bas. Ouais. C'est important que tout le monde comprenne ça, que nous on n'est pas là pour faire la guerre. Que quand les portes de la cage se ferment, que sur le tatami quand on va combattre, c'est bon, c'est un gros combat. Mais derrière, on doit être unis, on doit rester unis. Et tous les coachs en France, on devrait travailler avec les mêmes valeurs. Je pense. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu as déjà vu les vidéos d'enfants qui font des sparring à l'entraînement et qui appuient vraiment les coups? Ouais, je vois beaucoup. T'en penses quoi, toi, de ça pour... Il y en a qui disent que c'est bien pour former le mental. Bon, il faut forcément reconnaître que ça abîme la santé aussi, tu vois. On parle d'élèves de quel âge? On parle des élèves de quel âge aussi? Tu vois, un enfant de... En vrai, non. De 15 ans, regardez. Avant 18 ans, tu vois. Moi, je vais te donner mon point de vue. Déjà, si vous faites ça, j'ai vu des enfants, surtout en anglaise, des enfants de 10 ans saigner dans un sparring, avec des gros casques, avec des protèges, avec des coquilles, des grandes... Bon, bref. Pour eux, c'est des tarés. Point. Pour moi. Mais ensuite, il faut dire que dans la boxe anglaise, il y a un gros niveau aussi. C'est pas la même chose d'avoir un enfant qui fait de la boxe anglaise depuis 5 ans et qu'il a 12 ans et il sait absorber les coups. D'accord? Parce que même s'il prend des coups, il va toujours absorber un peu. Il va savoir comment encaisser ses coups. Et il ne prend pas des coups plein pot comme un garçon qui vient de démarrer avec 10 ans, 11 ans et que tu le mets faire des sparring avec 12 ans. Ce n'est pas la même chose. Aux États-Unis, on voit des petits de 10 ans avec un gros niveau et une organisation défensive incroyable. Pop, 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 un coup d'œil déjà affûté à leur âge. Donc ça va dépendre toujours du gamin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gamin de 10 ans, il n'a pas du tout son cerveau encore mature. Son cerveau, il n'a pas fini de grandir. Il est juste en pleine croissance. D'accord? Donc nous, quand on a un cerveau qui est en pleine croissance et on commence poup, 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 il arrête de grandir. Il arrête de se développer. Et on commence là, à partir de là, on va commencer à développer les séquelles à long terme. Et parfois, on oublie et on se dit non, mais ouais, non, c'est léger. Parce qu'il n'y a pas de frappe dans le visage, dans le MMA du coup. Quelque chose que j'aime bien dans le MMA, c'est qu'il n'y a pas de frappe dans le visage. Imaginez-vous si on accepte des frappes dans le visage avec des mitaines de 8, avec des petits gants. Imaginez-vous si on accepte les coups dans le visage avec des high kicks, avec des coups de pied retournés. Imaginez le cerveau d'un petit. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, qu'on priorise beaucoup la lutte
pour ça. Vous voyez? Mais voilà, le cerveau d'un petit, il n'est pas encore développé. Et je vois plusieurs coachs qui ne réfléchissent pas à ça, qui ne réfléchissent pas à ce qui va se passer dans quelques années. Et pareil, avec les élèves de moins de 18 ans, il faut les préserver. À un élève, à un élève qui continue à grandir dans les sports de combat, par exemple, j'ai Amine et j'ai Cheikh, deux élèves que je peux mettre en exemple. Je continue à les préserver. Je continue à faire des oppositions light dans la tête. Ce que dans les compétitions, si c'est autorisé dans des galas, s'ils vont autoriser dans les coups de on va s'entraîner. Mais voilà, ça va être que dans le combat. Derrière ça, on va faire des sparring appuyés, d'accord, mais toujours en leur protégeant. D'accord? Donc, ça va être de l'âge de, on va dire, de 10 ans à 16 ans, on va les protéger. On va les protéger au maximum dans les oppositions, dans les tout. Parce que, bon, comme je disais avant, dans le MMA, même si le coup, ils sont dans le corps, la lutte, c'est quoi? Chaque fois qu'on va amener au sol à quelqu'un, la tête, elle fait quoi contre le sol? C'est un impact, c'est un choc. Boum. Et ça, on ne le voit pas. On se dit non, mais ça reste un sport de combat. C'est pour cela que je ne veux pas qu'on slame, on accompagne toujours, parce qu'on doit, même le cerveau de nos adversaires, je veux qu'on protège. Vous voyez, si je vois qu'il y a un petit qui a pris trop de coups, non, frappe-le dans le foie. Le foie, on peut taper un peu plus que le cerveau. Vous voyez, c'est bien, on va viser le foie. Mais voilà, la lutte, le sol, tous les shoots qu'on va faire chaque fois qu'on tombe, c'est un coup aussi que la tête, elle va recevoir. Donc il faut les protéger. D'accord? Jusqu'à l'âge de 16 ans, on les protège. 16-18, on commence à appuyer un peu plus, mais toujours dans la protection parce que, voilà, 18 ans, ça commence à prendre plus de maturité. Et du 18 ans jusqu'aux 25 ans, on va les envoyer. Là, oui, des sparring appuyés, on peut accélérer un peu plus. Leur cerveau, il est déjà développé. Ils peuvent commencer à prendre un peu plus de dommages. Mais derrière ça, le bon repos. Le bon repos. Le bon repos. C'est important de savoir se reposer et d'être bien encadré aussi. Et à partir des 25 ans, une fois qu'ils auront fait déjà sa carrière amateur, ils auront débuté sa carrière professionnelle et ils auront tout envoyé, ben là, à partir de là, ça va être le moment de les préserver à nouveau. Parce qu'ils vont rentrer dans une phase de fin de carrière. 25, 30, 35, ben on va les préserver à nouveau parce qu'ils vont combattre moins. Quand ils ont entre 18 et 25 ans, ils vont combattre 3, 5, 10 fois par an. Quand ils auront de 25 à 32, ils vont te combattre 2, 3 fois par an. D'accord? Donc à partir de là, on va les préserver parce qu'on sera dans un moment de notre carrière, dans le plus haut, il ne peut pas y avoir des blessures. Si tu te blesses, tu ne combats pas. Si tu ne combats pas, il n'y a pas d'argent. Si tu ne combats pas, il n'y a pas de sponsor. Donc à partir de là, il faut tout voir. Vous voyez, il faut les préserver, sa santé, 100%. Et voilà, c'est un peu le point de vue que moi j'ai par rapport au développement d'un athlète depuis qu'il a 10 ans. D'accord? Et pour les petits de moins de 10 ans, même pas parler de, de faire des sparring appuyés, même avec des gros gants, on ne touche pas leur cerveau. On ne touche pas. Comment tu les pousses dans le dur du coup? Tu vois, dans le dur qu'ils vont rencontrer en combat. On lutte beaucoup. On lutte beaucoup. La lutte, c'est un sport de préhension très dur. Donc on lutte beaucoup. On lutte beaucoup, mais je leur apprends aussi à boxer, à mettre du débit, de travailler avec une intention de vitesse, mais d'arrêter le coup juste avant d'impacter. Vous voyez, parce que nous, quand on apprend à boxer et à retenir les coups, je vise, je sais que je vais toucher, mais que je retiens le coup, je reviens, je fais un retour de bras pour ne pas le faire mal, bah, je suis en train d'améliorer aussi dans ma précision et dans ma qualité de frappe. Parce que le jour dans lequel moi je vais vouloir appuyer, le jour dans lequel moi je vais vouloir envoyer, ça va tomber. Et ça, quand ils auront 18 ans, ils vont passer 10 ans de sa vie en train de retenir ses coups, de retenir ses coups. Dès qu'ils auront 18 ans, ça va passer, on va avoir des iliatos pour rien. Donc, je travaille beaucoup de rythme. Je ne sais pas si vous avez vu les compétitions Guaco de kickboxing, que c'est 2 rounds de 2 minutes, si je ne me trompe pas, ou 3 x 2. Mais en vrai, ça va trop vite. Ça va trop vite dans la ponctuation. Donc, c'est un peu pareil dans ce que j'essaye de faire. Marquer un rythme de combat et envoyer beaucoup, et essayer de casser ce rythme avec la lutte. Et il y a plein de choses qu'à partir de là, bah, on doit travailler avec les compétiteurs. Donc, j'essaie de les faire travailler
qu'ils comprennent les notions comme le timing, la gestion de distance, la préparation d'attaque, et qu'ils commencent déjà à se mettre dans la tête d'un petit combattant professionnel. Même si on est loin encore de ça, mais on sait que dans le monde, il y a déjà des athlètes de MMA, de Jiu-Jitsu, qui ont 10 ans et ils sont déjà professionnels. D'accord? Et qui commencent déjà à se focus pour l'avenir, pour devenir pro. Et c'est un peu le but du NRFI Club. C'est continuer à donner les outils nécessaires pour tous les enfants qui se développent dans le sport, pour que ça leur aide dans sa vie. Mais aussi, le but, c'est que notre équipe compétition devienne chaque année un peu plus professionnelle, qu'on arrive à se professionnaliser. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que t'as des inspirations, toi, de, je sais pas, de des choses que tu regardes dans d'autres pays, dans la façon dont ils forment les enfants pour les arts martiaux? Ouais, je regarde beaucoup ce qui se fait en Russie, au Kazakhstan, mais dernièrement, je me focus beaucoup sur la méthode d'enseignement de Melki Galvao. En Ça vrai, consiste en quoi, ouais? depuis que Melki Galvao il est venu chez nous, ça fait 2 3 ans, avec son équipe Diogo, Mika, l'autre petit c'est Fabricio, bon, tous ces élèves de l'époque. Bah, à partir de là, j'ai commencé à comprendre le concept de apprendre à apprendre, de le fait de enchaîner une technique avec l'autre, vous voyez, et il nous avait donné la possibilité en 2 semaines, avec deux thèmes qu'on avait travaillé, il nous avait donné 40 techniques. En 2 semaines, tous ceux qui ont fait le training camp avec lui, au bout de 2 semaines, on avait les 40 techniques. On se rappelait, parce que c'était une chaîne. Et donc, du coup, moi, à partir de là, j'ai commencé à adapter ce que j'avais appris avec lui, sa façon de parler, sa façon de interagir, sa façon de gérer un groupe. Bon, aussi, j'avais profité pour prendre un cours privé avec lui, dans lequel j'ai tout demandé. Comment ça fonctionne là-bas, comment ils le font, comment Mika il a réussi à faire ça avec son jeune âge, comment Diogo il peut être champion de la DCC, qu'est-ce qu'il a fait pour réussir avec ça. Et donc du coup c'est du Est-ce que tu peux trésor pour moi. rappeler juste qui est cette personne Melki et si- Galvao, Ouais. c'est le papa de Mika Galvao, c'est le formateur du BJJ College, c'est le head coach du coup de son école. Maintenant, avant c'était Scola Melki Galvao, maintenant je pense que c'est pareil, mais ils ont développé le BJJ College, que ça va être une plateforme en ligne. Et donc du coup Melki, tout au long des années, il a démarré le projet à Manaus, tout seul, sans aide, de zéro, avec plein de petits kits que ces kids aujourd'hui, c'est des champions du monde. C'est des champions du monde et c'est une des écoles les plus reconnues mondialement, d'accord, avec l'école des frères Mendes, Athos et aussi, il faut le dire, Danaher. Donc, il y a plusieurs écoles, mais c'est une des écoles une des meilleures écoles dans le monde du jiu-jitsu brésilien, dans le monde, et surtout une des écoles avec le plus d'enfants qui réussissent. Là, on vient de voir Isaac Lima, par exemple. Il a 15 ans, ceinture verte, et il vient de battre une catégorie de ceinture noire. Il a été champion de l'Open ADCC et il a gagné tout le monde en ceinture noire, alors qu'il a 15 ans et il est ceinture verte encore. Donc voilà, cette façon de faire arriver les petits talents, ça m'inspire. Et ça me fait me suivre ce qu'il fait. Et Suivre alors les du coup, petits. ouais, c'est quoi qu'est-ce que t'en as retenu tu m'as dit que t'avais pris un cours privé. Qu'est-ce que t'en as retenu? C'est quoi pour toi les Allez, ouais, ce que t'as vraiment retenu de ce qui va vraiment t'aider toi dans la suite? Bah, les connexions neuronales, le fait de savoir comment utiliser le cerveau pour apprendre. Et c'était un exemple très, très simple qu'il avait donné. D'accord? Si on a Léo et on a César, d'accord? Et tous les deux, on a une chambre, d'accord? Et moi, je suis très désorganisé. J'arrive, je laisse les freins par-ci, par-là, pam, 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 pam. Et je sais pas, une trousse dans ma chambre que je... Oh, excusez-moi, ça a tombé mon téléphone. Pas de souci. Une trousse dans ma chambre qu'elle ne fonctionne pas. D'accord? Et Léo, de l'autre côté, il a une chambre
Dès que tu rentres bien organisé, les chaussures d'un côté, son armoire bien rangée, sa table avec son ordinateur, chaque stylo à sa place, pim pam poum, le lit bien tendu, pas, tout est carré. D'accord? Et Mhm. tu as ta trousse aussi là-bas. Et que tous les deux, on doit trouver la trousse. Qui d'entre nous va la trouver avant? Ah, forcément, c'est. Léo? Ouais. C'est Léo qui va trouver sa trousse avant. Et donc c'est exactement la même chose avec le cerveau. Si nous, un jour, on a le Kimura, les clés de cheville, la prise de dos, le 100 kilos, les défenses de la montée, bah forcément, on ne retrouvera pas les techniques qu'on a besoin pendant le sparring, par exemple. Parce que tout est lié, tout est un labyrinthe. Mais par contre, si nous, on prend le temps de pendant un mois, on a un mois à 4 semaines, et dans ce mois-là, on va travailler comment prendre le dos, comment maintenir le dos, comment soumettre depuis le dos et comment défendre depuis le dos. Là, tu as fait une connexion. Là, tu as fait une connexion et tu as un apprentissage logique dans toutes les phases que tu es, dans les thématiques que tu veux apprendre, par exemple. Et toute cette thématique-là, elle est reliée dans toutes les positions. Toutes les choses, elles doivent te porter à la suivante. Et dès qu'on apprend que 2 plus 2, c'est 4, on va savoir relier 3 plus 3, 5 plus 5, etc., Hmm. etc. D'accord? Donc, Ok. organisation ici en haut. Apprendre à apprendre. Donc voilà, et ça, je l'ai appris dans la lutte livrée, dans le jiu-jitsu avec eux. Et moi, ça fait 2 ans, depuis que je l'ai connu, que j'essaye de le mettre en place dans le MMA avec mon groupe. Non pas seulement dans la lutte et le jiu-jitsu, que là, on va démarrer l'année prochaine le jiu-jitsu au club, mais aussi dans le MMA. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a changé la vie. Et que là, on commence à voir le vrai niveau de Comment nos tu le mets en petits. place? Tu dis aux élèves de noter, je sais pas moi, comment est-ce que tu peux aller plus loin, tu vois, dans la façon dont tu catégorises chaque thématique comme ça, pour Comment je pouvoir... peux, comment je peux aller plus loin? Ben, mes compétiteurs, déjà, ils ont un cahier pour eux. Ils ont un cahier de technique. Mhm. D'accord? Ils ont un cahier de technique dans lequel ils notent lundi, samedi 26 avril. Aujourd'hui, on a fait un travail de défense de double leg. J'ai la défense 1, quand il a la tête extérieure, défense 2, quand il a la tête intérieure, défense 3, quand il remonte vers le body lock. Bref. D'accord? Donc on a plusieurs options. Et eux, ils vont noter. Et comme ça, eux, ils commencent à s'habituer à, à la thématique qu'on travaille, mais aussi avec le lexique que j'utilise, qu'on utilise. D'accord? Et donc, du coup, eux, ils ont un cahier. Chaque certain temps, ils me portent le cahier. Moi, je le corrige. Petite récompense. D'accord? Des petits bonhommes, des stickers, des stylos colorés, des bracelets, des choses que les petits, ils aiment normalement. Donc, je les maintiens actifs. Et aussi, dans chaque cours, on fait une révision, on démarre. Ouais, c'était quoi le thème de hier? Ouah, et tout. Moi. D'accord, d'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui suit aujourd'hui? Tu les fais réfléchir. Quand eux, Hmm. ils commencent à réfléchir, quand eux, ils commencent à se poser des questions, c'est là où ils vont commencer à apprendre. D'accord? On ne peut pas leur donner tout le temps. En espagnol, on dit leur donner la nourriture masticada, leur donner la nourriture mâchée. Ouais. On va leur laisser qu'eux-mêmes ils comprennent le goût de ce que c'est apprendre. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose que je ne me cache pas, je le dis à tout le monde. On a un cahier et on étudie la discipline. Là, j'ai pris 2 semaines pour faire des cours privés. Moi, dans mes cours privés, il y a plusieurs parents qui me font confiance. À part les cours collectifs, bah, ils travaillent avec moi dans un cours privé. Bah, là, je prends le temps dans un cours privé de voir une partie théorique. D'accord? 30 minutes théorie, 1 heure de travail pratique. Donc théorie, pratique derrière. Par exemple, les sujets qu'on a travaillé là, les 2 dernières semaines, bah, ça a été qu'est-ce que c'est le MMA en soi, discipline tridimensionnelle, les différents styles à partir du striking, à partir du grappling. Derrière ça, un autre sujet, ça a été la gestion de la distance, la gestion de l'espace dans une cage ou sur un tatami, la gestion, le changement de niveau, le timing. Derrière ça, derrière le timing, les contre-attaques, c'est quoi une contre-attaque et quel type de contre-attaque je peux faire en MMA. Et le dernier sujet, c'était la prise de décision. L'importance de prendre une bonne décision dans le bon moment. Donc ça, c'est des thèmes que je vois théoriquement avec eux. Et derrière, j'essaye de mettre en place avec des jeux ludiques. On joue beaucoup, pour qu'ils comprennent l'objectif
de la thématique. Et quand on est tout seul, ben, beaucoup de leçons, beaucoup de pattes d'ours, beaucoup de sacs pour affûter et perfectionner la technique. Donc voilà, c'est en vrai, c'est de l'or. C'est de Bah, l'or parce grave. que à moi, ça m'a mis des années, beaucoup d'années de comprendre tout ça. Pour moi, c'était pas. J'ai beaucoup expérimenté, je me suis trompé beaucoup, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs, on apprend. Et c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, on peut faire un travail qualitatif. Et moi, je passe le message à tout le monde, tous ceux qui veulent profiter un peu. C'est pour ça les réseaux sociaux, non, je partage pour que le sport il grandisse aussi. Je veux rien garder pour moi. Je veux que tout le monde soit fort. Je veux que tout le monde évolue afin que nous, on puisse avoir aussi des bonnes oppositions, qu'on puisse avoir des adversaires forts, qu'on n'ait pas peur qu'on n'ait pas de la peine d'aller là-bas à 100%, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose que je partage à tous les coachs et je l'invite à le faire. Après, derrière ça, je sais que pas tout le monde est fan de le faire. C'est beaucoup plus de charge de travail aussi pour les coachs. Donc, parce que moi, je dois corriger les cahiers, je les ramène à la maison, je dois les corriger, pour qu'ils voient vraiment que je lis ce qu'ils font. Parce que sinon, comment eux, ils vont continuer à être motivés C'est si toi moi, qui je ne leur gagne. montre pas que je ne suis pas en train de lire les devoirs ou le cahier. Donc moi, je révise, je corrige le lexique qu'ils doivent apprendre à utiliser et tout. Donc, ça, c'est quelque chose, un bon outil d'apprentissage, le cahier et l'étude vidéo. Franchement, merci hein, César hein, pour tout ce partage, c'est top. Hein. Là, tu sais, Mais, peut-être c'est une bombe de valeur ce que tu viens de dire. Donc non, vraiment, mais merci à merci. toi en tout cas, merci à toi en tout cas pour cette confiance-là et pour avoir pris le temps de pouvoir faire un podcast avec, Bah, avec je moi. voulais juste te demander si t'as 5 minutes. Il y a forcément le sujet des parents dont tu parlais tout à l'heure qu'on doit aborder parce que ça boucle bah, vraiment le sujet. Toi, du coup, tu briefes les parents sur tous ces sujets-là, tu vois, sur par exemple les devoirs après les entraînements, sur comment se passent les entraînements, sur les règles parce que bah aujourd'hui, bon, la culture martiale elle se perd un petit peu en France, donc je sais pas, j'imagine qu'il faut autant éduquer les parents que les enfants. Comment tu gères ça, toi? En vrai, les parents, soit ça va être un gros soutien, soit Hmm, ça va être un gros problème. ok. D'accord? Et quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que les parents, pour accompagner leurs enfants dans le côté sportif, dans le côté compétition, ils doivent connaître la discipline un peu, de se familiariser avec le sport, se familiariser avec les émotions que leurs enfants vont sentir, se familiariser avec la nutrition, savoir qu'est-ce que leurs enfants doivent manger, euh, avec le règlement, pour que derrière ils puissent faire un renforcement de tout ça. Mais surtout, ils doivent apprendre à ne pas prendre les décisions pour leurs enfants, et ça va être le plus dur. Et quelque chose de dur aussi pour les parents, c'est de respecter la hiérarchie. De respecter qu'il y ait quelqu'un qui a 30 ans, qu'on dirait un jeune de plus, qui leur dise quoi faire. Qui lui dise, pas des ordres, mais leur dire qu'est-ce qu'on doit faire dans la section. Ils n'aiment pas non plus quand ils forment déjà partie d'un groupe, par exemple dans le groupe compétition, et que moi je décide de dire non, ce petit, il n'est plus, je le mets de côté 2, 3 dates, il combattra plus. Ça, c'est l'ego qui parle, c'est l'ego des parents. Un gamin de 10 ans, il n'a pas la capacité de comprendre si c'est bien la décision que j'ai prise ou elle est Hmm. mauvaise. Mais pour eux, ça va être mauvaise si pour les parents, c'est mauvais. Mais si pour les parents, c'est positif, pour eux, ça va être positif. Vous voyez, ça va dépendre toujours de comment les parents vont aborder ce sujet-là. J'ai eu plusieurs, pas conflits, mais plusieurs, au long de cette année, plusieurs incompréhensions avec plusieurs parents. Je pense que ça fait partie de la vie quand on a une relation. D'accord? Toujours, il va y avoir deux versions, une version d'un côté, une version de l'autre. Et pas forcément à chaque fois qu'on va terminer une relation, on va bien s'entendre derrière. D'accord? Donc forcément, il y a eu des parents qui n'adhèrent pas à ma façon de faire. Donc ils ont décidé de partir. Mais il y a d'autres parents qui ne sont pas d'accord de la façon dans laquelle je fais certaines choses, mais qui vont essayer de comprendre et qui vont essayer de se dire, écoute, d'accord, moi je ne suis pas d'accord, mais je vois que mon fils il est en train de s'épanouir. Et donc ça veut dire que forcément il est dans le bon endroit. Et je vois que les coachs derrière, les formateurs, ils prennent le temps de comprendre ou de savoir le pourquoi les choses ils n'allaient pas bien pour les améliorer. Et donc du coup, quand un papa il prend ou une maman prennent le temps de peut-être de venir discuter et de s'expliquer, de me donner son point de vue afin que je puisse le comprendre, moi, le donner mon point de vue
Et même si on n'est pas d'accord, continuer à travailler ensemble et de se dire d'accord. Qu'ils comprennent en vrai que c'est moi le coach, c'est moi le professeur. Et ma décision, c'est la décision. Et je ne veux pas que ce soit une dictature, mais avec l'expérience que j'ai déjà, non pas seulement en formation des enfants, mais dans le monde des sports de combat, je considère avoir les capacités pour dire ça c'est bon et ça ce n'est pas bon. Vous voyez? Et ça, je veux qu'on le respecte. Donc forcément, j'ai été obligé de mettre plus de règles. On a démarré une section compétition sans règles. Chacun faisait ce qu'il voulait de son côté. Et ça a déstructuré beaucoup mon groupe. Donc tout le travail que j'ai fait tout au long de 5 ans, 6 ans, je ne veux pas que ça soit détruit. Donc forcément, je suis obligé à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Que tout soit sur un PDF, les règles de vie du club, les règles de vie d'un compétiteur, les obligations qu'un compétiteur il va avoir au sein de notre club et l'attitude aussi à avoir des parents. Vous voyez, l'accompagnement que les parents ils doivent avoir. Celui qui va dire les choses, ce qui ne va pas, c'est moi. Celui qui va dire ça, c'est pas bon, il faut corriger ça, ça et ça, c'est moi. Le côté parental, ça va être le côté c'est bien chéri, c'est bien mon grand, c'est bien fait, c'est pas grave. On va continuer à travailler et un jour tu réussiras. Mais si moi je fais le non, ça c'est pas bon, on doit corriger ça. S'il te plaît, on se concentre pour la suite. Et il rentre dans le retour du chemin à la maison. Ouais, mais c'est n'importe quoi, mais tu te prends pour qui là? Comment ça on n'évolue pas. Donc moi je suis, on va dire, le policier méchant dans un moment donné. Bah, le papa à côté, il va devoir faire le réconfort. Il va reconforter son gamin. Mais aussi, on a l'opposé. Que si moi j'ai déjà vu que le petit s'est fait intercepter pour son papa ou maman, moi derrière, je ne vais pas aller l'intercepter aussi. Je sais que déjà le message, c'est ce côté négatif, il est déjà rentré. Bon, moi, je vais l'encourager derrière lui ici, mon gars. Écoute, tes parents ont raison, d'accord? Tu as encore plus de données que ça, mais regarde, prends le côté positif. Donc c'est un travail en équipe. Et tant qu'on ne comprend pas ça, la plupart du temps, il y aura des incompréhensions, il y aura des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ma façon de travailler. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on est humain et chacun a un point de vue différent selon la perspective dans laquelle il va être. Donc tout ça, c'est respectable. Toutes les personnes qui ont passé dans notre club, j'ai fait de mon mieux pour les accompagner, peu importe les pathologies qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont eus, s'ils ont été refusés de plusieurs sports ou s'ils ont été virés de l'école, si à l'école ils lui ont fait du bullying, de l'harcèlement ou si c'est eux qui harcelaient les autres, peu importe le gamin qui va venir dans la salle. Pour nous, ça sera seulement un enfant qui a besoin d'aide et moi, je serai là pour donner mon aide jusqu'au jour que les parents décident de l'enlever de notre club. Bah, magnifique. Bah, merci beaucoup, hein, César. Hein. Comment est-ce qu'on peut rediriger du coup les personnes qui ont écouté cette conversation jusqu'ici vers ce que tu fais? C'est quoi les réseaux que tu veux partager? Dis-moi tout. Mais merci Léo à toi d'abord pour cette invitation, ça fait plaisir. Ah, Et moi, je suis sur TikTok en tant que Reloco Fighter, reloco.fighter. Et je suis sur Instagram en tant que Reloco MMA. Et je démarre ce soir, je vais poster une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Pareil, Reloco Coach, je pense que c'est. Il y a des noms partout. C'est Reloco Coach sur ma chaîne YouTube. Et je vais poster ma première vidéo, que c'est un reportage qu'on m'a fait sur mon portrait. Donc on voit mon côté familial et mon côté en tant que coach. Et je raconte un peu plus sur ma vie et sur mon histoire. Donc je vous invite à visualiser ça. Et voilà, follow, n'hésitez pas à donner de la force. Et voilà, merci à tous. Je mettrai ça en description. Encore merci, franchement César, c'était super. Merci beaucoup Léo, mais merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.